Bonjour les cinéastes du lundi. Aujourd'hui, on est reparti dans un film d'horreur extrêmement mythique, alors que ouais, on approche de Noël, mais moi je vais parler d'un film qui fait plus Halloween. Franchement, niveau décalage, on est bien comme il faut, mais on est là pour parler donc de Massacre à la tronçonneuse ou de Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper, réalisé en 1974. On va passer de suite au résumé. Allez, c'est parti. Donc, pour faire vraiment simple par rapport à cette histoire, c'est l'histoire de 5 adolescents qui partent en vacances dans la maison du papa de l'un des 5 et qui se trouvent dans la maison en plein milieu du Texas. Sauf qu'ils vont se retrouver donc dans un Texas complètement barré, mais ils vont devoir faire face à une famille ou un groupement familial un peu proche de la folie. Et ça va donc petit à petit monter en tension et dégénérer. Voilà pour le résumé le plus court et le plus synthétique, je pense, de cette chaîne. Maintenant, je vous parle de suite de mon avis sur le film. Alors, tout d'abord, je vais le préciser avant, parce que je dis beaucoup je vais voir les films et je vous parle de films que j'ai vus au cinéma. Celui-là, il fait un peu exception pour le coup. Je l'ai vu chez moi. Donc voilà, parenthèse fermée, je l'ai vu chez moi, je l'ai pas vu dans une salle obscure, avec toute l'ambiance qui va avec. Non, je l'ai vu devant mon écran de PC, et j'ai découvert ça comme ça. Mais, waouh, 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 ce film, alors vraiment, je prends le clap et je fais, je valide. Et ça vous a explosé les oreilles, et moi aussi. Vraiment, je valide ce film à 100%. Je trouve que le rythme est complètement différent de ce qu'on a maintenant l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme très calme au départ, très doux. C'est-à-dire que ça me prend le temps de placer le décor, d'une ambiance de meurtre avec justement les flics au tout départ qui sont là. Il y a des corps, c'est bizarre. Qu'allons-nous faire maintenant? Il y a quelque chose de très très curieux alors que ça n'a rien à voir avec les 5 adolescents qui arrivent, je crois, 5 minutes après. Qui sont là dans leur petite camionnette en mode oui, on va chez le papa d'un ami, on va s'amuser, ça va être fun. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très cool. Ensuite, le film, honnêtement, il devient petit à petit prévisible. Genre, petit à petit, il va devenir de plus en plus prévisible, de plus en plus euh, réellement prenant. Et il y a des choses auxquelles on s'y attend, faut être honnête. Je vais pas vous mentir, vous dire waouh, vous allez voir un film imprévisible jusqu'au bout, vous allez être étonné toutes les 2 minutes. Non, vous allez quand même devoir venir très loin, les problématiques, les coups, tout ça, vous allez devoir venir à 10 000 lieues, hein, si on peut dire l'expression comme ça. Mais voilà. Après, il y a un truc très drôle dans le film, et il y a une personne en situation de handicap. Et donc en fauteuil roulant. Et moi, naïvement et un peu facilement parlant, je me suis dit, il va être facile dans le scénario, ça va être la première personne qui va mourir. Parce qu'entre la personne, les clichés des personnes qui vont mourir en premier, souvent on se dit, bon, c'est la personne la plus probable de mourir, ça va être elle. C'est horrible, mais en soi, ça ne se fait pas. C'est franchement, ça m'a surpris, j'étais là en mode, bah c'est cool, un film où un mec en situation de handicap s'en sort bien jusqu'à la moitié du film, et après il crève. Gros spoiler. Euh, bon après vous en doutez, il n'y a pas vraiment de vivant dans un film d'horreur, c'est très rare. Alors après, donc tout ce qui se prépare autour de la maison et surtout de Shenso, c'est-à-dire le personnage de l'homme, du monstre à la tronçonneuse, qui est un personnage un peu monstrueux et flippant. Ben, il y a de sa famille autour qui est vraiment bien construite. C'est-à-dire que c'est pas que Shenso, le personnage de la tronçonneuse, qui est fou. C'est sa famille entière. C'est-à-dire que c'est le schéma familial qui fait que Shenso est juste complètement malade en fait. Il pouvait pas être plus fou qu'il ne l'est, ou il pouvait pas être plus brisé psychologiquement qu'il ne l'est. Ce qui rend le truc hyper intéressant. Euh, après, je trouve que aussi la tension elle est vraiment amenée par des mécanismes
de montage. Quand j'ai vu le budget après du film, je comprends complètement. C'est-à-dire que il y a très peu de gore. C'est-à-dire il y a très peu de tu vois le découpage de la personne à la tronçonneuse. Non, ça c'est beaucoup de prise hors de l'écran. Et c'est quelque chose qui est un peu moins utilisé aujourd'hui dans l'horreur. Mais souvent, ce que tu ne vois pas au cinéma, tu l'imagines. Et c'est un truc qui est très fort et très important. Qu'aujourd'hui, les films, pour moi, ils devraient parfois revenir un peu à ça. Ne pas oublier que parfois le off, c'est un peu le on du off. Je sais pas si vous avez le mécanisme là. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple entendre une dame crier hors champ, elle va se retrouver à crier, tu vas faire «Oh non, elle crie hors champ, mais ça se peut, il se passe un truc de folie». Tu imagines toutes tes probabilités. Alors que ça se faut, la scène d'après, tout le montage, tu la vois juste qui a cassé un verre. Et là, tu te dis bon, ok, c'était rien de grave. Mais là, c'est pas le cas. Et donc voilà, aussi il y a tout ce jeu avec la lumière du Texas qui est très forte, c'est-à-dire que c'est des lumières vraiment, quand on prend l'extérieur, c'est des lumières vraiment très orangées, un peu comme là, moi, mon décor, bon c'est un peu trop, c'est hyper sépia mon décor, on va pas se mentir, et surtout mes lumières de décor sont très dans ces tons-là. Mais c'est quelque chose de très fort avec ces lumières, c'est voilà, ce jeu du contraste avec le personnage, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de contraste parfois, pareil dans la maison. Par contre, on entend des teintes plus, comment dire ça, plus claires. On est moins élevé au niveau de la colorimétrie que ce qu'il y a dans les plans de la maison, qui sont un peu moins chaleureux et moins chauds surtout, qui sont beaucoup plus froids, la lumière est plus froide, plus glaçante. Normal aussi, c'est là où se trouve Shenso, il faut pas que ce soit non plus très accueillant. Surtout aussi le fait que voilà, l'ombre, le contraste, le moment où tu vois de l'ombre, c'est aussi un truc qui est très important dans le cinéma. Et que je trouve très intéressant là, c'est où tu gères ta lumière, où tu mets ton ombre. C'est pas tant intéressant, c'est très intéressant de voir un film où tu vois tout bien, tout est propre, tout est joli. Mais c'est intéressant parfois d'avoir du contraste, d'avoir de la matière, parce que tu vois ce qui se passe et ce qui se crée autour. Pour le dernier point, voilà, comme j'ai dit, l'horreur hors champ. Mais voilà, ces plans horrifiques sont vraiment gérés de cette façon-là, avec le budget qu'ils ont eu. Franchement, c'est qualitatif. Euh, et voilà, c'est du gore horreur, mais du gore horreur plus imaginé que perçu. Il y a vraiment des scènes qui sont vues et tu vois quand même du sang. C'est pour ceux qui aiment de l'horreur, oui, il y a un peu de découpage, mais c'est vraiment beaucoup plus ton cerveau, là, tu vois, in your mind. Waouh, je fais du franglais, c'est horrible. Qui bosse plus que le reste. C'est ça qui est intéressant, c'est là où le cinéma, tu deviens acteur du film que tu regardes. Tu es stimulé par le film. Et ça, c'est intéressant et c'est important aussi. À quel point le spectateur doit avoir un peu de prise sur le film parfois, pas tout le temps. Ça dépend du genre de film que tu vas voir, ce que tu vas amener aussi. Bon, maintenant, trêve de cet avis. On va passer aux infos cultes pour ce film. Donc, on va d'abord parler de la façon dont il a été reçu à l'époque. Suite à un tout petit budget de 140 000 $, soit pour vous dire, aujourd'hui, c'est un micro-budget, c'est limite des films, je pense même en France, au court-métrage, il y a plus bas, mais c'est vraiment un film à très 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 peu de budget. Le film, il est projeté à Cannes en 1975. Pourtant, à peine au moment où il sort, les salles finlandaises et australiennes, ils ont dit non. No way, no way, on ne projette pas ça dans nos salles parce que c'est beaucoup trop gore. Alors, allez hop, ça, c'est dégagé, c'est brap, hop là, tu vois le film? Il est jeté, il est balancé, c'est bon, hop là, ça dégage. En Grande-Bretagne, parce qu'on va faire on va visiter un peu le monde là, enfin rapidement, c'est plus l'Europe. En Grande-Bretagne, le film, il est diffusé dans quelques salles entre les années 1974 et 1980. En France, le film, il est classé, écoutez-moi bien, le film, on a parlé de l'Exorciste qui était classé déjà pas très bien. Pour ce qui est de Texas Chainsaw dans Man, il est classé X, soit classé simplement interdit au moins de 18 ans, soit aujourd'hui on le classifierait de film avec les présences de sexe, de drogue. Je crois que le PEGI dans le jeu vidéo il est presque après les mêmes législations, mais
Je vais éviter de vous dire trop de bêtises. Si vous voulez une vidéo là-dessus, sur les PEGI, même sur le jeu vidéo, et sur les films, je suis prêt à vous en faire une. Si vous, voilà, vous pouvez mettre en commentaire, moi ça me pose aucun problème. En France, donc il est classé X, tandis qu'aux États-Unis, il faut être âgé de 17 ans, accompagné d'un adulte pour aller le voir. C'est-à-dire que tu te ramenais avec papa-maman et que tu disais bonjour, on voudrait une place pour Texas Chainsaw. Votre enfant a quel âge? 16 ans. Ah ben non, c'est mort en fait. Et ainsi de suite. C'était l'instant jeu de comédien. Et maintenant, en dehors de cet aspect, ouais, parce qu'on le déroule à l'envers, hein, on va parler maintenant de comment ça a été produit. Et dire que voilà, le réalisateur, lui, il espérait seulement que ce petit film, il soit classé moins de 12. Ce qui aujourd'hui, s'il est complètement réaliste, il serait classé moins de 12. Mais bon, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. T'as pas de bol. Remarque, après, dans celui-là, ça a complètement raccord avec les conditions dans lesquelles ce film a été tourné. Pour le tournage, ils avaient prévu, le réalisateur et le directeur de la photographie, bref, l'équipe technique avait prévu uniquement 7 petits jours de tournage. Comment vous dire que c'est beau? C'est beau, ils avaient de l'espoir, franchement, ils avaient franchement beaucoup d'espoir. Pour le coup, bon, c'est tellement beau de rêver que ça ne s'est pas fait, et oui, car leur tournage, il a fini par durer 1 mois. Mais 1 mois, mais pas plaisant du tout. Genre, toi, t'as 1 mois de vacances, t'es tranquille, t'es posé, t'es bien. Eux, ils ont passé 1 mois à baver, à en baver. Faut savoir donc que ces phrases-là, c'est pas que l'équipe technique ou que les acteurs qui l'ont dit, non, c'est tout le monde qui a partagé que c'était un enfer. L'équipe, en temps, dans ce 7 mois, dans ce 1 mois, elle tourne 7 jours sur 7, avec une durée de tournage de entre 12 et 16 heures. C'est-à-dire que tu te lèves à 5 heures du matin, tu finis à je ne sais quelle heure, genre par jour. C'est-à-dire que tu imagines le rythme de travail. Il y en a, ils se plaignent de faire, enfin, tu te plains de tes activités, t'inquiète, va faire 1 mois de tournage, je t'assure, je pense que tu reviens changer. Donc, soit, pour un petit calcul, c'est 84 heures par semaine. 84 heures par semaine. C'est un rythme hallucinant, très fatigant, très pesant mentalement. Qu'on dire, je pense, t'en ressors pas indifférent. Et, en plus de ça, les conditions de tournage, elles sont appuyées par une chose, c'est qu'on est au Texas. Rappelle, le Texas, un état des États-Unis où, d'après mes logiques et les films que j'ai vus, peut-être même peut-être la réalité, hein, je pense aussi, il fait chaud. C'est-à-dire qu'en soi, il est fait constamment donc une ambiance humide, une température, avec des températures qui sont à 43 degrés Celsius. Ces chaleurs, elles ont été horribles, surtout pour une personne qui est l'acteur Gunnar Hansen, qui est l'interprète du Chainsaw Man. Et on va voir ça de suite pourquoi. Pour revenir donc à l'acteur de Chainsaw Man, qui est donc avant tout un professeur d'université, et les mots, ils sont clairs. Il faisait entre 35 voire 37 degrés Celsius tous les jours pendant le tournage. Je n'avais qu'un seul costume, car on n'avait pas d'argent. Il n'osait pas le nettoyer de peur que les couleurs délavent avec la lessive. J'ai donc porté le masque du personnage de Leatherface 12 à 16 heures par jour pendant 1 mois. Or, un costume peut laver. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne font pas leur lessive et qui, voilà, si vous êtes encore chez vos parents et que vous ne savez pas pourquoi ils lavent vos vêtements, je pense que tout le monde le sait, et ben, ça pue. Il n'y a rien à dire d'autre, ça pue. Et, mais aussi terrifiant, c'est que il s'est retrouvé tellement avec cette odeur, ce costume terrifiant et tout ce qui allait avec, bah cet acteur-là, qui était un prof d'université, s'est retrouvé isolé de l'ensemble de l'équipe. Genre tout le monde le disait, ok, enfin c'est pas trop ce qu'il lui disait, mais il disait bon, ouais, t'es un peu flippant, on va te mettre un peu loin, quoi. Parce que voilà. Mais malgré cet enfer qu'il a traversé, moi il faut quand même, enfin, je suis un big up, il m'entendra jamais, je sais pas s'il a encore envie.
Mais convient quand même de l'applaudir parce que l'acteur de Chainsaw Man est quand même allé en hôpital psychiatrique pour aller partager en fait le quotidien des patients, voir un peu les patients, voir comment ça se passait. En fait, c'est s'adapter à eux, essayer de voir comment jouer à une personne dite entre guillemets fou. Et donc, essayer de s'approprier certaines caractéristiques, chose qu'il a très bien faite. Et ça amène à une autre anecdote assez drôle, qui est la naissance de ce personnage terrifiant qu'est Leatherface. Comment est né le concept dans la tête du réalisateur? Et ça, je vous assure, l'anecdote est assez drôle. Et oui, comme j'ai pu le trouver à plusieurs reprises, c'était pas que sur un seul site, même si je pars souvent d'un même site pour aller chercher les anecdotes. C'est dans un supermarché que le réalisateur Tobe Hooper est marqué donc en ce moment, enfin il est marqué en fait dans le supermarché par la guerre au Vietnam, par les crises pétrolières, et selon lui donc par tout ce manque de compassion de l'humanité. C'est voilà, c'est comment dire ça, c'est honnête. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait à peu près faire la même chose, ce serait pas faux du tout, mais c'est que mon avis, hein. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Chacun a le droit d'avoir son avis là-dessus. Et en fait, pour lui, l'aspect que ce monstre humain, il ne portait un masque, c'était une manière en fait de représenter certains crimes. Et apparemment, selon certains points, il avait pour l'arme du crime, parce que voilà, bon, l'idée de le masquer, c'est voilà, cette idée qu'il y a plusieurs masques pour tous ces crimes de l'humanité, toutes ces méchancetés que nous, humains, je m'inclus dedans, après tout, j'ai 2 bras, 2 jambes, et j'ai encore, c'est même pas la vérité sur les humains, donc voilà. Je suis humain, tu es humain, mais tous les crimes que l'humanité font, elle a un masque différent, et donc c'est pour ça que Leatherface a un masque. True fact. C'est sa pensée. Et c'est très intéressant pour creuser derrière le film. Pour ce qui est de l'arme du crime, selon mes sources, l'idée vient du fait qu'il voulait, en fait, alors qu'il est en train de faire ses courses là, comme tout le monde, là, avec le petit caddie, avec ce que tu veux. Il est en train de faire ses courses, et en fait, il a qu'une seule envie, c'est de passer la foule. Je vais voir, vous imaginez les supermarchés américains, déjà que les supermarchés français, c'est horrible. Il avait donc qu'une seule envie, c'était de se frayer un chemin à travers la foule. Il n'avait qu'une seule idée en tête, c'est de découper la foule. Genre, je découpe la foule. Quoi de mieux pour découper une foule et de passer qu'une putain de tronçonneuse sa mère? Et oui, tout simplement. Et en plus de cette idée-là qui est vraiment très intéressante, donc prendre cette tronçonneuse, intéressante, je ne valide pas le fait de... N'allez pas couper des gens avec une tronçonneuse, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est interdit par la loi, ça s'appelle un meurtre. Et donc, il avait cette idée, mais en plus de ça, cette idée était intelligente parce que ça allait lui faire des économies sur la musique, parce qu'il n'avait pas de chargé de production au niveau de la musique. Il n'y avait pas de musiciens, d'interprètes comme Howard Shore, par exemple, qui a été pris pour le Festin Nu, pour d'autres films tels que Le Seigneur des Anneaux. Je cite toujours le même parce que c'est une référence. Ça allait faire des économies parce que le bruit de la tronçonneuse, il allait être omniprésent la plupart du temps du film. C'est-à-dire que tu passes les 3 quarts du temps du film en entendant... On aurait dit une voiture. Ensuite, il va décider d'écrire le scénario avec Kim Henkel. Le scénario est écrit en moins de 3 semaines. Pour un film de 1h10. Moins de 3 semaines, c'est assez fort. Franchement, un grand respect. D'écrire un scénario en moins de 3 semaines. Hélas, ça a été rapide pour écrire le scénario, mais il y a des maquillages sur le film de Massacre à la tronçonneuse. Ça a été hyper long. Genre, il y a eu des scènes, il y a eu des moments, c'était hyper long. Je vous le dis. Bon, vous avez pu lire le titre, j'étais pas du tout inspiré, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais bon, passons. Pour ce qui est de la scène du grand-père qu'on voit à la toute fin du film, c'est-à-dire que si vous avez vu le film, vous allez avoir l'image, je vais essayer de vous coller une image de lui. Sachez que l'acteur et surtout la maquilleuse ou l'équipe maquillage qui était dessus, ils ont passé pas moins de 36 heures à chaque scène. Pas moins de 36 heures. Genre toi, c'est ton temps de travail par semaine, la maquilleuse, elle a passé 36 d'heures à maquiller quelqu'un. C'est énorme.
Et pour comment dire que ça n'a pas été hyper agréable pour l'acteur non plus. Genre t'es là, t'es assis pendant 36 heures à te faire maquiller. Ça veut dire que pendant 36 heures, alors parfois on le voit dans les making-of, puis l'acteur il est avec son téléphone et tout. Mais 36 heures bordel, c'est long. Et c'est long, c'est violent. Et bon, c'est les aléas aussi du tournage. Mauvais souvenir pour lui, mais c'est pas grave. Et ce n'est pas le seul à en avoir bavé avec ça, avec cette durée. Parce que il n'a pas fallu. Il a fallu que l'actrice principale, celle qui joue la fille, elle a été attachée pendant 26 heures. 26 heures à une chaise. Cette situation, elle fut extrêmement pesante pour elle, extrêmement marquante. Parce qu'elle a été attachée et constamment, en plus, entourée d'hommes qui jouaient les fous. C'est-à-dire qu'il y a même un moment où il ressort, où ils disent tous que, voilà, et c'était sur un cap de la folie immense. Il y a l'acteur Hansen, donc celui qui joue Shenso, qui dit qu'il pensait qu'à cet instant-là, durant les 26 heures où ils ont tourné, répété la scène, que l'équipe entière, c'est dans un interview, il dit qu'elle avait atteint la folie. Genre que tout le monde avait atteint la folie et qu'elle était juste hyper mal parce qu'elle était entourée d'hommes qui jouaient les fous et qu'elle se sentait oppressée. Ce qui est complètement normal. Et c'est hyper violent. Je sais pas si c'est légitime aujourd'hui sur un tournage de faire ça. Et comme maintenant vous le savez, pour un film, il faut un objet très précis pour filmer. Ça s'appelle une caméra. Alors pas obligatoirement, aujourd'hui on peut filmer avec n'importe quoi, mais voilà, il faut une caméra. Et donc on va maintenant parler du choix de cette caméra. Donc, pour la photographie, donc pour celui qui s'occupe de la photo, chef opérateur, directeur de la photographie, chef op, comme on l'appelle, ça a été Daniel Pierle qui venait tout juste d'obtenir sa maîtrise lorsqu'il rencontre Hopper qui lui parle de son projet. Alors le mec, le directeur de la photographie, il a attendu, alors qu'il avait ce projet en tête et sûrement qu'il a dû mener d'autres projets en parallèle, hein, mais il a attendu jusqu'à ce qu'il l'appelle après 6 mois d'attente. En fait, il prend le choix de l'appeler et de lui dire écoute frérot, il en est où ton projet? Parce que moi j'attends ce projet, j'ai envie de bosser dessus, etc. Est-ce que ça se fout, t'as pris quelqu'un de plus qualifié, mais préviens-moi quoi, parce que moi j'attends et j'ai qu'une seule envie, c'est de bosser sur ton projet. Et là il lui a dit en fait qu'il lui manquait à peu près 10 millions pour commencer. Alors lui, sans hésiter, le directeur de la photographie, il a appelé un ami, il a dit écoute, s'il te plaît, ce serait super gentil de ta part que tu nous passes 10 millions d'euros pour un projet de film. Voilà. Et ça c'est fait. Ça c'est fait, ils ont eu les 10 millions, sinon je vous parlerai pas de ce film maintenant, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça ne serait physiquement pas possible après dans une réalité parallèle. Alors, le film, il a donc été filmé avec un éclair 16 mm NPR. À l'origine, le choix il devait être porté sur une caméra beaucoup plus classique, c'est-à-dire la caméra 35 mm, qui est beaucoup utilisée, les 35 mm, surtout à l'époque et même encore aujourd'hui, on est plus sur du 50 mm aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils avaient le problème, c'est qu'ils avaient un budget limité. Qui dit budget limité dit que tu tournes plus vers une caméra à budget accessible, soit une 16 mm plutôt qu'une 35. Ce qui fait qu'au final, y a pas, quand tu as un 16 mm, tu n'as pas la même ouverture de focale, tu n'as pas la même entrée de lumière, donc tu dois gérer ta lumière différemment, et donc ça a dû apporter un peu de level au choix de la photo pour le directeur de la photographie. Ça a dû être une autre aventure qu'une 35 mm qui a une ouverture de 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme pour l'exorciste, qui a été déjà, je vous mettrai un lien quelque part ici, là, cette chaîne, il y a eu aussi un petit instant, vu qu'on parle d'un film à petit budget, un petit instant Système D avec une dolly. Je vais faire un point là-dessus d'abord. La dolly, c'est un chariot sur rail avec des roues, avec une roue en fait, c'est assez spécifique, ça permet en fait d'avancer. C'est comme si toi tu t'avançais sur une roue. Par exemple, c'est utilisé en skate, quand tu as un système D, parfois c'est bien le skate, ça te sauve un peu, ça te permet d'être stabilisé. Par contre, tu as le cadreur, mais tu as aussi le machiniste, parce qu'il te faut un machiniste qui gère aussi ça, parce que
C'est une dolly, c'est un matériel extrêmement lourd et que tu as quelqu'un qui est déjà positionné dessus sur le siège, histoire d'avoir le cadre et de voir le cadre de ce qui se passe. Ça te permet de faire un travelling avant, un travelling arrière. Truc très bien, hein. Reculer, avancer, la caméra en gardant ta focale et en pouvant travailler spécifiquement sur le plan. Le problème, c'est que il n'avait pas d'argent pour se payer une grosse dolly. Il y a un truc qui coûte extrêmement cher, c'est beaucoup trop haut budget, ce qui donc n'est physiquement pas possible pour eux. Il n'y avait que les rails, il n'y avait pas la machine. Donc ils ont fait un truc très drôle, c'est ils ont construit une plaque en bois. Tu vois, alors tu prends ta plaque en bois là, en fait comme dans un dessin animé, vous prenez une rail, vous mettez votre petite plaque en bois avec des roulettes, et vous mettez votre cadreur dessus. Et donc le cadreur, vous allez l'avancer et le reculer. Avec les mains, enfin le machiniste, ça va être un pousseur de plaquettes en bois. Ça change. Et donc, ça a dû être assez drôle pour le cadreur qui devait être allongé sur la plaquette en bois, en mode ouais, je cadre. Sur une plaquette en bois, c'est une bonne aventure, à part si c'était le chef-op. Ben, ça reste une aventure assez sympa. Déjà, si t'arrives jusqu'ici, mets tronçonneuse s'il te plaît, histoire que je dans le commentaire, je m'en fous, tu mets les commentaires que tu veux, mais tu mets tronçonneuse. Ensuite, donc, avec un budget de 440 millions de dollars, comme j'ai dit, Massacre à la tronçonneuse, il rapportera 30 millions de dollars au box-office. Aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse, il a donné naissance à 8 autres films, ayant été inspirés du film initial, mais sûrement avec beaucoup plus de budget. Comme quoi, les petits films, ça inspire les grands films. D'horreur, donc c'est voilà, aujourd'hui c'est vraiment un film d'horreur marquant et culte. Comme quoi, voilà, vraiment parfois les films à petit budget, quand t'as un petit budget, t'ouvres des portes et bon, tu récoltes ce que tu sais, mais voilà, au moins t'as l'ouverture, t'as la possibilité et parfois faut y aller quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup d'anecdotes sur ce film, beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges il y a eu avec les acteurs suite à ça, j'ai trouvé pas mal en anglais, etc. Je me suis beaucoup penché sur des trucs très simples, très concrets que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé de reportage dessus parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire un making of, je pense. Donc si ça vous a plu, on revient sur de l'horreur. Pour le coup, je vais renaviguer sur pas mal d'autres films. J'ai aussi à dire sur cette chaîne, officiellement, mon long court-métrage Hermitage est fini. Il sera sûrement diffusé sur YouTube en... Je me gourre, c'est pas en octobre, c'est en avril. Parce que d'abord j'ai une diffusion peut-être sur un printemps des arts et je souhaite que les personnes puissent en bénéficier en première vue là-dessus que après. Du coup, donc il sortira mi-avril sûrement sur YouTube. Comme d'habitude, je vous invite, si vous êtes là, donc le chaîne-saut, le pouce bleu, le commentaire qui va avec la tronçonneuse et l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé le contenu, voilà, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, allez voir des films, continuez de voir du cinéma, continuez de créer, d'inventer, de faire des choses, d'innover dans vos arts si vous faites de l'art, dans vos recherches si vous faites de la recherche. Continuez d'être dans votre lancée. Moi, sur ce, je vous dis la bise et à la prochaine.